Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour à tous, ici Robert Comeau, historien et animateur à la Société historique de Montréal. Mon invité aujourd'hui est le sociologue Jean Lamar. Bonjour Jean. Bonjour Robert. Alors, vous avez soutenu, vous, une thèse de doctorat il y a un certain temps en sciences sociales à l'Université Laval. Votre directeur était Fernand Dumont, que vous avez proposé d'étudier l'École historique de Montréal et les trois historiens Maurice Séguin, Guy Frégault, Michel Brunet. Pourquoi revenir à ce sujet? C'est qu'aujourd'hui, on va parler d'une table ronde qui s'est tenue à l'Institut d'histoire de l'Amérique française à son 75e anniversaire. Et à ce moment-là, on discutait du livre de l'historien Doré sur l'École de Québec. Donc, ça a été une occasion d'aborder les deux écoles historiques. Et vous avez participé à la table ronde. Donc, vous étiez un observateur et un analyste tout à fait pertinent pour aborder ça, puisque votre thèse de doctorat porte justement sur l'École de Montréal et vous connaissez bien les rapports entre ces deux écoles historiques. D'ailleurs, votre thèse avait pour titre « Le devenir de la nation québécoise selon Maurice Séguin, Guy Frégault et Michel Brunet ». Alors, avant d'aborder vos travaux sur Maurice Séguin, on va donc faire un retour sur cette table ronde qui s'est tenue en 2023 où François-Olivier Doré venait de publier un ouvrage, comme je viens de le dire, un ouvrage intitulé « L'École historique de Québec, une histoire intellectuelle ». Et la table ronde portait sur ce livre et l'École historique de Laval, bien sûr, et les trois professeurs, Marcel Trudel, Jean Hamelin et surtout Fernand Ouellette, qui a polémiqué avec Maurice Séguin et l'École historique de Montréal. Alors, vous voyez l'intérêt d'avoir ici un spécialiste de l'École de Montréal qui connaît bien l'École de Québec également. Une question qui était au cœur des débats au lendemain de la Deuxième Guerre, c'était quelle est l'origine de l'infériorité économique des Canadiens français? L'École de Montréal développait une approche systémique, alors que l'historiographie antérieure, particulièrement chez les historiens de Laval, mettait l'accent sur les causes culturelles. Notre religion, notre formation dans les collèges classiques inadéquate, etc. Je laisse tout ça, j'en parle pas trop, parce que notre invité va parler de tout ça. Il cherchait donc à montrer que les Canadiens français étaient différents des autres peuples, alors que Séguin propose que les sociétés sont d'abord semblables entre elles, mais que diverses circonstances historiques amènent une société particulière à se différencier. Alors, comme notre invité a participé à cette table ronde et qu'il connaît bien les travaux de François-Olivier Doré, en l'absence de l'historien Doré qui s'est désisté, je vais lui demander de nous parler de cette École de Québec et nous aborderons ensuite ses autres travaux sur l'École de Montréal. Alors, avant de participer à cette table ronde, M. Lamar, vous avez effectué un premier compte-rendu du livre de François-Olivier Doré qui a paru dans le Bulletin d'histoire politique. Quelle était votre appréciation de ce livre sur l'École de Québec? J'ai trouvé que c'était un grand livre. J'ai été séduit par l'érudition de l'auteur, puis l'ampleur du sujet surtout. J'ai même éprouvé une sorte de fascination. On y trouve un peu, comme tu soulevais, Robert, ce qui est au cœur, finalement, de cet ouvrage-là, c'est la question qui accapare tous les intellectuels de cette époque-là, de l'après-guerre, c'est comment expliquer le retard des Canadiens français, le retard tant économique que social. C'était un point, comment je dirais, qui était peut-être... c'était véhiculé tant à l'université, tant dans la vie de tous les jours, dans la littérature, partout. Donc, c'est un peu normal que les historiens aient cherché qu'est-ce qui, dans le passé, pouvait bien expliquer tout ça. Là, on se retrouve finalement avec deux thèses qui vont s'affronter, pour ainsi dire, celle de l'École de Québec et celle de l'École de Montréal. L'École de Québec, c'est ce que Doré a fait ressortir, justement, à structurer finalement ont eu une tentative pour expliquer les causes de cette infériorité-là, mais ils ont apporté une réponse très différente de ce qu'on retrouve à l'Université de Montréal. Par exemple, Marcel Trudel, c'est quelqu'un qui était
très proche d'un des historiens de l'École de Montréal au début, Michel Brunet, mais il s'en est distancé par la suite. On n'a pas vraiment d'explication pourquoi, mais c'est ainsi. Pourriez-vous caractériser le parcours des 3 auteurs de l'École de Québec? Oui. Les historiens de l'École de Québec, Marcel Trudel, lui, c'était quelqu'un qui était proche des documents, proche des événements. Il y a eu un travail véritablement de moine. Il a produit je ne sais pas combien de livres. C'est astronomique, tout ce qu'il a pu faire comme travail. Mais c'est un travail de fourmi. Il n'a pas pris de recul interprétatif pour essayer de dire, expliquer un petit peu plus l'histoire, sauf qu'en ce qui a trait au retard et à l'infériorité économique et sociale des Canadiens français. Pour lui, c'était lié à l'héritage de l'absolutisme et du paternalisme au temps de la Nouvelle-France. C'est ce qui expliquerait, selon lui aussi, la culture antidémocratique des Québécois 150 ans plus tard. Ensuite, on a Fernand Ouellette. Fernand Ouellette, c'est une autre encre, si on veut. C'est un gros travailleur, lui aussi. C'est un grand historien. Il a puisé, finalement, dans les méthodes de l'École des annales françaises. Il s'en est inspiré. Il a fait véritablement, comment je dirais ça, une œuvre monumentale. Sauf que quand on regarde cette question-là, après toutes ces analyses de détails sur ceci, sur cela, bien pour lui, le retard économique et social des Canadiens français, ça tient à la persistance des structures mentales d'Ancien Régime. Bon, pour lui, ça explique leur incapacité à faire face aux défis conjoncturels du capitalisme, surtout au moment de l'industrialisation, et conséquemment à s'engager sur la voie du progrès. Donc, les Canadiens français étaient comme opposés au progrès du fait des structures mentales d'Ancien Régime. Donc, les Canadiens français sont responsables de cette infériorité-là à cause de leur faiblesse. C'est les Canadiens français, mais c'est à cause de leur métropole d'origine aussi, la manière dont le type de société dans laquelle ils vivaient, ça a comme survécu à travers le temps. C'est une hypothèse que soulève, je pense, un sociologue, Louis Hartz, là, du fait qu'il y a une persistance de tout ça. L'historien américain Parkman disait la même chose. Ça a été repris par les historiens anglophones de Mason Wade et d'autres pour expliquer que si on est en retard, c'est bien de notre faute parce qu'on a une mentalité d'ancien régime, on n'est pas capable de s'adapter au monde moderne. Donc, c'est un peu normal que les Britanniques aient voulu faire le développement à notre place. Et le troisième historien de l'École de Québec, on l'a oublié, c'est Jean Hamelin. Jean Hamelin, c'est un peu différent. C'est un historien, il est plus jeune que les deux autres. Il arrive finalement, il fait ses études doctorales, il va à Paris. Là, il est séduit par les méthodes quantitatives, comme dit Doré, qui ont l'odeur, le parfum de modernité. Donc, il commence à faire l'étude du passage au niveau de la conquête, comment ça s'est passé, tout ça. Et là, il s'aperçoit qu'on aurait, selon ce qui a fait ressortir à partir de l'histoire sérielle qui est liée à Ernest Labrousse, il a fait ressortir qu'il n'y avait pas véritablement de classe capitaliste ici. Donc, il dit la conquête, il n'y a pas eu de rupture. Et on voit finalement que ça continue comme c'était, tout simplement. Il n'y a pas eu, autrement dit, de traumatisme. Bon. Lui, il n'a pas été dans les structures mentales et toutes ces choses-là, sauf que quelques années plus tard, il a changé d'idée. Là, à ce moment-là, il a laissé tomber finalement toute cette polémique pour s'adonner à d'autres travaux de grande ampleur sur le Québec, où finalement, il renouait d'une certaine façon avec ce que les historiens de l'École de Montréal ont amené comme explication. Mais on peut dire que ces 3 auteurs-là, est-ce que ça forme une école? Il n'y a pas grand-chose qui les relie entre eux. Ils ont fait un livre, Unité et diversité. Ils ont sans doute été à l'origine de la revue Histoire sociale, mais à part ça, c'est pas très intégré comme école, n'est-ce pas? Non, c'est pas vraiment intégré. C'est quelque chose que tous les observateurs soulignent. Doré aussi, il souligne à sa manière, mais c'est un peu comme s'il voulait faire... Ça m'a pas frappé au départ, mais ensuite, avec le recul, je regarde ça, puis je me dis, il a voulu expliquer... Il a repris l'intitulé « École de Québec », mais parce qu'il dit, pour lui,
il y a une école de pensée qui est Montréal et une école d'activité qui est celle de Québec. Ce schéma-là est emprunté finalement à un sociologue qui s'est intéressé à l'histoire de la musique, du jazz en particulier, et c'est là-dedans que l'idée d'école de pensée et d'école d'activité a pris racine. Il l'a réutilisé pour qualifier le travail des historiens de Québec. On va revenir à la table ronde, là. Quelle a été l'appréciation des divers participants? Vous n'étiez pas le seul à discuter de la thèse de M. Doré. Il y avait d'autres participants. Pouvez-vous nous en parler? Oui, il y avait Louise Bienvenue de l'Université de Sherbrooke. Elle a finalement, comment je dirais ça, donc apprécié finalement, est d'accord plutôt avec l'opposition au nationalisme sur lequel se base Doré pour expliquer un petit peu en quoi il forme une école, parce qu'il s'oppose, il refuse le nationalisme avant tout, oui. Puis en même temps, il va caractériser cette école historique comme étant une école d'activité plutôt qu'une école de pensée. Mais Madame Bienvenue ne voit pas finalement, elle trouve que la démonstration de l'étendue de cette activité apparaît pas très convaincante. Bon, ça, c'est une chose. Il y a eu aussi Patrice Gros, qui est historien aussi. Il est chargé de cours à l'Université Laval. Il a publié un livre sur François-Xavier Garneau aussi, qui, lui, finalement, il dit l'école de Québec, elle va s'opposer au nationalisme québécois. Hein, c'est un peu sa marque de commerce. Hein, parce que finalement, et c'est une chose qui ressort peut-être pas, ça ressort, mais peut-être pas assez, à mon sens, dans le livre, parce qu'elle est avant tout d'inspiration fédéraliste, puis tournée vers le pouvoir central aussi. Patrice Gros va mentionner aussi l'influence de l'école des Annales. Il dit, ça a peut-être été un parfum de modernité pour Jean Hamelin, ça a peut-être revigoré finalement les explications et la méthodologie historique. Mais ce type de méthodologie-là n'a pas eu un grand succès en France, ça n'a pas perduré au Québec, mais surtout, on en arrive finalement à des interprétations qui reposent sur une méthode scientifique, sur des séries chiffrées, tout ça, mais on a en même temps droit à des caricatures ethniques, à savoir pour Trudel, pour Ouellet, les Canadiens français, c'est la mentalité, c'est l'Ancien Régime. D'où leur manque d'initiative commerciale, l'arriération des techniques agricoles, leur antilibéralisme. Donc, il y a un peu un élément paradoxal qu'on retrouve chez ces historiens-là. C'est ce que soulève Patrice Gros. Donc, puis ce qui est un peu curieux, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à l'exception d'Hamelin, ils n'ont jamais remis en question ces clichés-là, qui proviennent aussi de Parkman et d'historiographie anglophone, un courant particulier. Dans votre compte-rendu, dans le bulletin d'histoire politique, je constate que vous avez fait un portrait assez positif du travail de Doré, mais vous semblez par la suite pas tout à fait du même avis dans la présentation que vous avez effectuée lors de la table ronde. Ouais. Pourquoi? Oui, c'est vrai, parce que finalement, dans le compte-rendu que j'ai fait de son ouvrage, je me suis attaché finalement au cheminement, c'est des trois historiens qu'il nous a présentés, qu'il nous a bien présentés. J'ai appris beaucoup de choses là-dedans. Et en même temps, c'était centré sur la question comment ils expliquaient le retard des Canadiens français. Bon. Ça, j'étais bien d'accord. Mais je suis resté avec une drôle d'impression, puis c'est ça que j'ai écrit dans ma conclusion du compte-rendu, à savoir que j'avais l'impression comme s'il y avait comme un double discours, là, qu'on avait une valorisation excessive aussi du travail de ces historiens-là. Lors de la table ronde, je me suis attaché à faire ressortir pourquoi il me semblait qu'il y avait une valorisation excessive. Et là... de quoi? Excessive, en quel sens? Oui, bien c'est ça. C'est parce que c'est pas nécessairement dans son analyse du cheminement des différents historiens qui a un problème. C'est dans son cadre interprétatif où est-ce qu'il caractérise qu'est-ce que c'est une école de pensée ou une école d'activité. Ça revient à plusieurs endroits
dans le livre et ça laisse place à de l'équivoque. Pouvez-vous préciser là, quels sont ces équivoques ou ces dérives là, qui susciteraient cette distinction entre école d'activité puis école de pensée? Oui, par exemple, il reprend toujours à partir de celui qui a développé cette conceptualisation là, sur l'école de pensée, école d'activité autour de la musique. Et on présentait finalement l'école de pensée comme un groupe qui s'organise autour d'un principe doctrinal. Et à ce moment-là, ça semble relever d'idéologie. Et aussi, on dit que cette école de pensée, c'est comme si c'était un marteau. L'école d'activité, elle, par exemple, elle va s'organiser, elle va plutôt explorer le réel à partir de différents procédés, mettre en jeu des collaborations, etc., parce qu'on la caractérise comme un couteau suisse. Donc, on a comme une sorte de paradoxe, là, à savoir que dans un cas, on a un marteau doctrinal et l'autre un couteau suisse. Si je comprends bien, le couteau doctrinal, c'est l'École de Montréal. Voilà. Puis le couteau suisse, c'est... Non, le marteau doctrinal, c'est l'École de Montréal et le couteau suisse, c'est l'École de Québec. Bon, là, on en arrive à dire finalement que c'est de là que viennent les collaborations, l'avancée du travail de ces historiens-là, etc. Mais aussi, un peu plus tard, ça, j'en ai pas parlé à la table ronde, mais c'est le même esprit, c'est que l'école de pensée puis l'école d'activité, Doré va faire un drôle de lien, à mon sens, avec la distinction que Max Weber, une distinction qui se veut classique, de Max Weber entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Ça provient d'une conférence qu'il a prononcée en 1919 sur le métier et la vocation d'homme politique. Alors, déjà là, on est loin des historiens de l'École de Québec et de l'École de Montréal, mais il va bien préciser que les historiens de l'École de Montréal, selon le premier principe éthique, seraient guidés par la pureté de leurs convictions, alors que ceux de Québec, selon le deuxième principe éthique, seraient guidés en fonction d'un critère d'efficacité pratique et opératoire. À mon sens, on pourrait inverser les deux et ça serait bon aussi, parce que ça n'a pas un lien direct avec le travail d'historien d'ici et du contexte qu'il pouvait y avoir. Donc, je trouve qu'il y a une forme de dérive à ce moment-là, puis ça donne place à une valorisation excessive du travail qui se voudrait scientifique de ces historiens-là. Est-ce qu'on peut dire que ce qui réunit aussi les penseurs de Québec, c'était l'option fédéraliste? Vous n'en avez pas parlé, mais il me semble que c'est au cœur de ce qui les rassemble. Oui. Alors qu'on parlait de l'École de Montréal, le théoricien de l'indépendance, Maurice Séguin, etc. Est-ce que c'est comme si moi, j'ai lu Doré, et puis j'avais l'impression que Doré dit ceux qui font vraiment de la science, c'est les gens de Québec. Ceux de Montréal, c'est de l'idéologie. Oui. Dire ça plus crûment, c'était à peu près ça. Ils prétendent qu'eux seuls font de la science. Oui, on a ça derrière toute l'analyse que peut faire Doré, mais c'est pas, comment je dirais ça, non, il y a comme deux réalités. Il y a le cadre interprétatif qui joue, mais il y a aussi l'idée qu'ils se rejoignent, puis ça, il va répéter ça à plusieurs endroits, il y a un air de famille dans ce que fait l'École de Québec. Et cette ère de famille-là, c'est d'être tourné vers, justement, les idées qui se veulent modernes dans le cadre du fédéralisme, à savoir l'individu, etc. Donc, on ne prononce jamais le mot nationalisme pour eux. Donc, toute leur approche est du nationalisme canadien, mais c'est jamais nommé en tant que tel. Sauf que Doré va se racheter, si je puis dire, en étant plus explicite sur cette question-là. J'emploie pas le bon mot en disant racheter, là, mais il va expliciter davantage cette situation-là lorsqu'il aborde la question du manuel du Canada Unité et Diversité, qui est celui de ces trois historiens-là, en 1977. Finalement, ils ont voulu comme homogénéiser la pensée, le passé,
pour arriver à dire, un peu comme Maheu, Arthur Maheu, qui était à l'Université Laval dans les années 40, en montrant finalement qu'on se ressemble beaucoup, qu'on a le même projet d'édifier le Canada, qu'on va arriver finalement là à éliminer tout ce qui nous éloigne. Donc, il va y avoir une et même nation, mais cette nation va être canadienne. Bien sûr, le livre n'a pas connu un grand succès et ça s'est arrêté là. Et Doré fait une belle analyse de tout ça. Là, je la rends ici de façon extrêmement réduite et simplifiée, mais c'est ça. Quand on parle de l'École de Québec, c'est en opposition à l'École de Montréal. Comment Doré parle-t-il de l'École de Montréal? Est-ce qu'on sait sur quoi reposent les arguments de Fernand Ouellette pour critiquer l'École de Montréal? J'ai comme l'impression qu'il connaît peu l'École de Montréal ou les travaux de Séguin. Disons que c'est une pièce manquante dans ce livre-là. On n'a pas beaucoup... On a, comment je dirais, à un moment donné, on sait que l'explication de l'exode rural de Maurice Séguin est vue comme étant simpliste. C'est répété 3 fois dans le livre, hein? Une fois par Labrousse, une fois par Ouellette, et Doré cite ces 2 auteurs-là. Mais on n'a pas plus d'explications. Qu'est-ce que c'est la pensée de Séguin par rapport à l'exode rural? On ne l'a pas. On a aussi, à un moment donné, il va parler du débat sur la bourgeoisie. Je pense que c'est autour de ce qu'a fait le travail de Jean Hamelin. Mais on n'a pas, on va pas chercher plus loin. Alors que le débat sur la bourgeoisie, ça vient de Michel Brunette surtout. Il a lu un article en 1953 dans une revue d'anthropologie historique et on parlait des 40 millionnaires qu'il va avoir du temps, c'est de la Nouvelle-France. Donc, toute l'idée de la bourgeoisie vient un peu de là. Puis ça a créé, comment je dirais ça, beaucoup de discours, mais sans que ça soit véritablement le cœur de l'explication des historiens de l'École de Montréal. Une chose qui m'a frappé, c'est que souvent les historiens de l'École de Montréal sont associés à Lionel Groulx. On retrouve ça aussi dans le livre de Doré. On parle de l'École de Montréal comme si c'était dans la foulée de Groulx. Groulx a été le directeur de recherche de la thèse de Séguin. Donc, on associe Séguin à Groulx. Comment expliquer, c'est pourtant pas fondé ça, mais comment expliquer que ce dernier soit présenté aujourd'hui comme le maître à penser de ces historiens de l'École de Montréal? Oui, c'est une idée qui court beaucoup, non seulement dans le livre de Doré, mais il n'appuie pas trop là-dessus. Il présente Groulx comme une figure totémique. Mais l'association que Groulx sera à l'origine de l'interprétation de ses élèves, là, qui sont Maurice Séguin, Guy Frégault et Michel Brunette, à peu près tout le monde répète ça. Et là, je vous dis, Maurice Séguin et Lionel Groulx se retourneraient dans leur tombe d'entendre un pareil propos. Je m'explique maintenant. Pour Doré, Groulx, c'est comme une figure totémique. Et il a raison, hein? C'est l'ancêtre. C'est celui par qui le nationalisme est venu, celui par qui le département d'histoire a été créé, la revue française, la revue d'histoire de l'Amérique française et bien autre chose. Donc, il a une importance centrale. Sauf que la manière dont il voit l'histoire et comment tout ça se déroule, ça n'a plus rapport avec ce que comprennent ses élèves ensuite. Et là, la rupture est intervenue dès le départ, dès la thèse de Maurice Séguin à la fin des années 40. Donc, tout ça est un peu étrange. Monsieur Lamarre, on doit s'arrêter pour une pause, mais on reprend tout ça dans quelques minutes. Parfait. J'ai appris des chants de bataille et des visages de ceux qui luttent, et de leur cœur tout le courage puisé à même ce qu'ils croient juste. Puis j'ai foncé tout droit devant comme ceux qui avancent en sachant qu'ils ne seront plus jamais les mêmes pour ce qu'ils défendent et ce qu'ils aiment. En rêvant pour la première fois de quelque chose comme un grand peuple combattant, jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la naissance d'un grand peuple.
seul mot en chaque oui. Attendez que je me rappelle de Gaulle se ralliant à nos cris. Et 76 comme un poème et des combats de toute une vie. En rêvant pour la première fois de quelque chose comme un grand peuple combattant. Jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la naissance d'un grand peuple. En rêvant d'une prochaine fois de quelque chose comme un grand peuple combattant pour une ultime fois et l'indépendance d'un grand peuple. On revient à notre livre et à Maurice Séguin et à Lionel Groulx. Et une des questions qu'on avait commencé à aborder, c'est la différence entre Lionel Groulx et Maurice Séguin. Quelles sont les forces agissantes dans l'histoire pour Lionel Groulx par rapport à Séguin? C'est intéressant, par exemple, la Providence, etc. Oui. Donc, pour bien apprécier la différence entre ce que pense Lionel Groulx et Maurice Séguin, il faut prendre recul. Et il faut reculer jusqu'au point de justement essayer de situer davantage quelles sont les forces agissantes de l'histoire pour Groulx et pour Séguin. Parce que si on s'attache seulement à tel gouverneur, à tel geste, on arrive c'est les mêmes événements historiques, donc il n'y a pas des grosses différences. Mais si on prend recul et on regarde comment eux voient le devenir de l'histoire, on est dans deux planètes différentes. Groulx, pour lui, il ne faut pas oublier, il est un prêtre. Il est né, comme Fernand Dumont dit, au temps de la survivance. Il y a une façon d'interpréter le réel qui est liée à ses croyances profondes. C'est-à-dire que c'est la providence qui est à l'origine du monde et des nations. Les êtres humains sont gouvernés par la providence. Quand on lit sur la Nouvelle-France, on ne voit pas des hommes politiques ou des choses. C'est tous des héros mythiques qui sont là, qui ont été choisis par la Providence pour fonder une nouvelle nation qui a une mission civilisatrice. Je caricature un peu, mais si peu. C'est à peu près ça. Donc, dans ce contexte-là, pour lui, il y a une mission civilisatrice. Quand arrive la conquête, c'est une catastrophe, bien sûr. Comme pour Séguin, mais la catastrophe, c'est parce qu'il y a comme une coupure dans ce que voulait la Providence à l'origine pour que les Canadiens français puissent, je dis Canadiens français, c'est les Canadiens à l'époque, mais les Canadiens français puissent réaliser leur mission civilisatrice. Donc, ils vont avoir à reconquérir ce qui faisait leur être profond à partir de leur volonté et arriver justement à reconquérir leur autonomie. Parce que c'est ça, pour Groulx, dans la deuxième partie de notre histoire, à partir de la conquête, c'est une reconquête de l'autonomie. Et c'est toujours les plus faibles qui sont les plus forts. Hein? C'est un peu Frégo caricature un peu, mais ce qui étonne un peu dans le scénario de Groulx, quand on regarde les différentes constitutions, il dit c'est toujours ceux qui sont les plus faibles, les moins armés, les moins riches, qui gagnent tout le temps. Il y a comme quelque chose... Il n'y a pas de rapport de force. Il y a comme quelque chose qui ne va pas. Chez Groulx, il n'y a pas de rapport de force. C'est toujours la volonté, si on veut, on peut, et tout est toujours possible. Donc, c'est le rôle des acteurs, indépendamment des structures. Hein, je pense que la différence est là parce que vous pourriez nous parler maintenant de Séguin. Les forces agissantes ou le moteur de l'histoire chez Séguin, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Pour Séguin, les forces agissantes, c'est finalement, c'est les nations. Du point de vue des nations nouvelles, c'est comme nous, c'est-à-dire des nations issues de la colonisation, le moteur, c'est la colonisation en lien avec une métropole. C'est le développement économique. C'est finalement une dynamique qui s'institue entre l'économique, le politique et même le géographique et le culturel, qui amène finalement une situation à évoluer dans un sens plutôt qu'un autre.
Et là, on est loin, finalement, c'est de la Providence. Et là, il va pouvoir expliquer un petit peu le devenir du Québec à partir de, moi je dirais ça, du développement économique. Je vais préciser parce que là, j'ai 2-3 idées qui s'entrechoquent en même temps, si on veut. Donc, il y a Séguin a toujours, ici, je déborde un peu, mais Séguin a commencé par diriger une troupe de scouts quand il était jeune. Hein? Et là, la troupe de scouts, il l'a toujours menée en fonction des principes de la pédagogie de Freinet, à savoir qu'un individu va se développer en autant qu'on lui donne la chance de se développer, c'est-à-dire par l'expérience. Et c'est par l'expérience qu'il va arriver à développer toutes ses potentialités. Si je l'empêche de faire telle ou telle activité, il ne pourra jamais la faire, il ne pourra jamais savoir comment est-ce qu'on fait ça. Donc ça a été pour les scouts. Après la pédagogie active. Pédagogie active, qu'on appelle. Après ça, arrivent les historiens anglophones, mais pas tous les historiens anglophones, mais Harold Innis en particulier. Harold Innis, lui, il va s'interroger sur le développement économique, mais des colonies. Parce qu'avant ça, tous les ouvrages théoriques qui portaient sur le développement économique, c'est le développement économique européen des nations anciennes. Hein? Mais là, qu'est-ce qui se passe avec une nation nouvelle qui apparaît par colonisation? Comment se passe le développement économique? Et c'est là qu'il développe cette théorie qu'on appelle du Staple, à savoir qu'une colonie va se développer en autant qu'une métropole qu'il y a une demande métropolitaine pour un produit, puis cette demande-là est fixe dans le temps. Autrement dit, il y a toujours une demande métropolitaine qui permet le développement économique. Mais le produit, ce produit-là peut varier au fil du temps, à savoir qu'au début, c'était le poisson, la fourrure, le bois, le blé, etc. Alors, c'est comme ça que le Canada, comme réalité politique, est venu de l'économique et non l'inverse, comme on le présentait avant. Hein? Donc, Séguin, lui, il va reprendre ça. Il va dire, ben oui, c'est la métropole qui est centrale. Donc, la catastrophe de la conquête, c'est pas que le plan de la Providence est remis en question, c'est qu'on change de métropole et le développement économique va être fait par les Britanniques et pour eux. Donc, on peut dire qu'au fond, sur Séguin, c'est l'histoire d'une colonisation qui a réussi, ça c'est le Canada, puis l'histoire du Canada français, c'est une colonisation ratée. C'est un résidu d'une colonisation qui n'a pas pu aller à son terme, qui n'a pas abouti à l'indépendance. Donc, c'est beaucoup la recherche de l'indépendance des deux nations. D'un côté, il y a une nation qui est réussie parce qu'elle est appuyée par sa métropole. C'est la nation canadienne, anglaise, qui va réussir. Et puis de l'autre côté, après la défaite, après la conquête militaire, là, on va assister à une lutte entre deux nationalismes. Oui, c'est ça. C'est que finalement, dans un cas comme dans l'autre, on a deux nationalismes. Sauf que Séguin, son analyse fait ressortir, et c'est ce que pensait Durham aussi, c'est qu'il y a eu, du fait de la conquête, du fait du développement économique axé sur une nouvelle métropole, il y a eu un phénomène d'exclusion des Canadiens français, du pouvoir politique, du commerce, etc. Ils ont été refoulés, c'est dans l'agriculture, et suite à ça, s'est installée la prépondérance des Britanniques. Donc, c'est pas l'idée d'avoir un monopole absolu et tout ça, mais une prépondérance qui font en sorte que c'est eux qui dirigent le développement économique. Durham a tout vu ça et Séguin trouvait qu'il y avait une analyse lumineuse. Ce que Durham voyait, c'est que finalement, ici, on allait être obligé, les Canadiens français qui n'étaient pas dans l'agriculture devraient dépendre des anglophones pour vivre, de recevoir leur salaire, etc. Et que cette situation-là était promise à augmenter à travers le temps, au point où la nationalité allait se confondre avec les classes socio-économiques. Donc, il y aurait comme un amalgame qui se créerait et la différence serait liée justement à la situation socio-économique. On a là, en quelque sorte, un résumé du retard, de qu'est-ce qui a pu causer le retard des Canadiens français. Tantôt, vous avez parlé des forces agissantes, le moteur de l'histoire chez Séguin, les nations. Et à l'intérieur des nations, les trois
le fameux triangle chez Séguin, le politique, l'économique et le culturel, ces facteurs-là s'inter-influencent. Et c'est l'interdépendance entre ces 3 facteurs-là qui explique, par exemple, que si on n'a pas la maîtrise politique, l'agir par soi, qui est un concept important, si on n'a pas le politique, si on n'est pas maître de sa vie politique, mais on ne peut pas avoir une économie qui se développe, on ne peut pas avoir une culture autrement qu'anémique. Donc, il y a un lien entre le politique, l'économique et le culturel. Et en ce sens-là, on peut dire que Séguin dit que la maîtrise politique, l'agir par soi, c'est un de ces concepts-là qui développe abondamment dans ce qu'on appelle ses normes, ces concepts qui élabore, toute sa conceptualisation. C'est vraiment à partir... Tantôt, vous avez parlé des scouts, ça m'a fait penser pédagogie active. C'est un peu la même chose en histoire. C'est pas survivre qui est normal, c'est vivre. Puis vivre, c'est agir. Donc, l'agir par soi, c'est la même chose que pour l'individu. Il y a une analogie avec l'individu. On se développe si on peut agir. Donc, pour lui, la survivance, c'est pas normal, ça. Oui. C'est ça qui est puissant ou qui est sous-jacent à l'analyse de Maurice Séguin, c'est la notion d'agir par soi. L'agir par soi, il faut voir que c'est utilisé au départ pour l'individu, à partir de la pédagogie de Freinet, à partir de saint Thomas d'Aquin aussi, qui disait « agir, c'est être », par exemple. Mais sauf que si on en arrive à voir au niveau des nations, ce qui constitue finalement les grands éléments c'est d'une société, le politique, le culturel et l'économique, tout ça est pas des choses qui existent séparément. C'est un peu comme le corps et l'esprit chez l'individu. Il y a comme une interpénétration. Si on a un blocage au niveau du politique, ben, ça a un effet sur les 2 autres sphères. C'est ça une analyse systémique, c'est à savoir que si on arrive à modifier quelque chose dans l'un des secteurs, ça a un effet sur les 2 autres. Et c'est là que Séguin fait ressortir. On va prendre l'exemple de l'exode rural, par exemple. L'exode rural, hein, quand on regarde, on a eu la conquête au départ. La conquête a amené une série d'exclusions. Les Canadiens français sont retrouvés dans l'agriculture. Mais lorsqu'est arrivée la révolution industrielle, il faut avoir un capital pour être capable d'amorcer le développement industriel. Et ce capital-là, ça ne peut pas venir de l'agriculture. On a là ici un facteur politique qui influence un facteur économique. Bien sûr, parce qu'ils ont été vraiment exclus du grand commerce. Et le grand commerce, c'est la période d'accumulation du capital. Alors, si tu es exclu au moment de l'accumulation, ben, tu ne peux pas investir dans l'industrie dans l'étape suivante. Exact. Alors que les Canadiens français, le développement économique je dirais intégral, était nécessaire pour toutes les nations, y compris pour les Canadiens français. Et c'est justement pour avoir été exclus politiquement par la conquête qu'on n'a pas pu se développer économiquement. Donc, c'est notre exclusion politique qui explique notre sous-développement économique, finalement. Ouais. Mais il monte d'un cran un peu. Groulx, il faut voir, Groulx explique l'exode rural d'une autre manière. Il va l'expliquer, c'est une autre différence entre Groulx et Séguin, il va l'expliquer à partir d'un problème technique, puis c'est lié aussi à la mentalité des Canadiens français qui ont l'esprit routinier en matière agricole aussi. Hein? Donc, il va dire sol inaccessible parce qu'il n'y a pas de route, etc. Ça, c'est à cause des politiciens. Sol inaccessible, puis sol improductif du fait des techniques agricoles qui sont routinières. Donc, on en arrive finalement à une image, là, si on a des problèmes au niveau de l'agriculture, c'est à cause des Canadiens français et des techniques. Sauf que ça, c'est pas du tout la thèse. C'est la thèse de Groulx. Mais ça n'a pas été acheté par Séguin du tout. Non, au contraire. Il a fait sa thèse de doctorat là-dessus. Et c'est là que joue l'influence d'Harold Ednis et de d'autres, parce que c'est pas juste Harold Ednis, là, mais c'est Doreen Warrener aussi, qui fait une analyse de l'exode rural en disant l'exode rural, c'est à la fois une condition et une résultante du développement économique. Le développement économique est fait par les Britanniques, je veux dire, c'est eux qui ont accumulé le capital, mais la main-d'œuvre, hein, elle vient d'où? Il faut finalement que ça provienne de ceux qui ont besoin de travailler pour vivre de façon manifeste, qui ont un meilleur salaire en travaillant dans les industries, de meilleures conditions de vie, entre parenthèses, en travaillant à la ville. Donc, il y a eu une sorte une condition, c'est d'avoir une main-d'œuvre abondante.
Et la résultante, c'est l'exode rural. Hein? Alors, les Canadiens français qui avaient été forcés d'aller dans l'agriculture vont sortir finalement comme prolétaires au service des anglophones. C'est ça. Donc, d'un côté, juste pour compléter, parce qu'il faut bien voir, c'est normal qu'il y ait une prolétarisation d'une nation lorsqu'arrive le développement industriel, mais ce qui est anormal, et c'est là-dessus que développe Séguin dans son analyse, que ce soit toute une seule et même nation qui devienne des prolétaires. C'est ça qui n'est pas normal. C'est ça qui explique le retard, entre autres, là, des Canadiens français. C'est que les Canadiens français souffrent de substitution, si on peut dire. C'est que c'est l'envahisseur qui accomplit à leur place le développement intégral auquel, normalement, il aurait dû agir. C'est ça. C'est un des concepts que Séguin a développé, la substitution. On reconnaît là la pédagogie de Freinet aussi beaucoup là-dedans. Oui. C'est vrai, je ne le voyais pas comme ça, mais effectivement, il y a un lien avec le scoutisme. Ouais. Si on revient à une autre question qui apparaît souvent, c'est on dit Groulx et Séguin sont tous les deux indépendantistes. Est-ce que Groulx était indépendantiste? Est-ce qu'il était, comme Séguin, un promoteur de l'indépendance? Groulx est un séducteur. Hein? Il a une plume magnifique. C'est en même temps un homme d'action. Il est de tous les combats, etc. Donc, il a produit une œuvre vraiment d'une ampleur un peu insoupçonnée. Et il a aussi fait partie de tous les combats. Mais à travers tout ça, Groulx a été ambigu et paradoxal. Hein? C'est qu'il dit d'un côté, notre État français, nous l'aurons. Hein? Puis d'un autre côté, non, mais on a gagné notre autonomie grâce à la Confédération. Bon, il y a comme un va-et-vient, là, selon les contextes, etc. Mais si on prend un recul, encore une fois, par rapport à tout ça, on s'aperçoit que Groulx, son implication, c'était parce que c'était un nationaliste convaincu, mais un nationaliste fédéraliste. Il faut voir que pour lui, la Confédération, c'est comme l'accomplissement, la reconquête des Canadiens français pour leur égalité. C'est ça. Est-ce que c'est parce que Groulx voit le groupe canadien-français sous l'angle culturel? D'abord, c'est ça qui est principal, la religion et la culture française, et moins le politique et l'économique, parce que quand il préconise l'État français, c'est pas l'indépendance du Québec. L'État français, il dit on peut l'obtenir dans la Confédération sans changer un iota à notre Constitution. Ouais. Donc, il nous voit plus comme une nation culturelle qu'une nation politique qui a besoin de tous les pouvoirs. Une nation culturelle liée à la langue et surtout à la religion catholique. Parce que pour lui, le catholicisme, c'est le cœur du nationalisme canadien-français. Il va le répéter toute sa vie. Jusqu'à la fin. Mais vous êtes d'accord avec tous les historiens comme Yvan Lamonde, Marc Bock, Michel Bock et beaucoup d'autres qui ont dit que Groulx n'était pas séparatiste. Il était nationaliste et même Maurice Séguin, dans l'idée d'indépendance, il dit bien que Groulx a été occasionnellement temporairement indépendantiste en 1922, au moment où les Irlandais se révoltent. Et Séguin est très précis quand il parle de Groulx. Il dit à ce moment-là, ça ne durera pas longtemps. Groulx va abandonner rapidement cette volonté d'indépendance. Et il va dire, c'est si l'Empire s'écroule, il ne faudrait pas rester les mains nues. Ouais. Il faudrait profiter de l'occasion. Alors que Groulx ne reconnaît pas le droit des peuples à se soulever pour l'indépendance. Il faut voir 2-3 choses là-dedans. D'une part, Groulx dit si la Confédération s'écroule, si l'Empire s'écroule, mais si ça s'écroule, c'est à cause de la Providence, bien sûr. Donc, il faut attendre la volonté de la Providence. 1. 2, c'est un ultramontain, comme la plupart des nationalistes de cette époque-là aussi. Il fallait attendre que l'indépendance vienne d'en haut. On n'a pas à la produire ou à militer. Puis surtout pas au plan politique. Le plan politique ne faisait pas partie de projet d'indépendance. C'était comme une attente. Et surtout, en 1922, il y avait le pape Pie XI aussi, qui a aussi fait un syllabus dans lequel il précise que les peuples n'ont pas le droit de disposer d'eux-mêmes. Et comme ultramontain, comme prêtre soumis, je ne pense pas qu'on puisse aller contre ça de façon ouverte non plus. Il y a une question qui est assez importante, c'est la place de la conceptualisation
chez Séguin par rapport à l'École de Québec. Est-ce que Séguin développe son explication historique avant ou après sa réflexion théorique? Ouais. En d'autres mots, Séguin a fait une thèse sur l'agriculture et a montré finalement que c'était des raisons, la conquête, qui était responsable du refuge dans l'agriculture, donc que le développement économique était causé par sa situation politique. Mais est-ce que sa thèse est à l'origine ou si c'est les normes, ce qu'on appelle son ouvrage, où il parle de tous ces concepts qu'il a définis, qu'on appelle, qui a été élaboré très lentement à partir de 1950, et je sais que c'était encore en train de se préciser en 1965. Ouais. Il a développé donc toute cette construction théorique. Oui. Disons que c'est un peu difficile de répondre avec certitude à tout ça parce que Séguin n'a pas laissé de correspondance, bon, etc. On le voit à travers ses recherches, à travers ce qu'il a fait, ce qu'il en est resté. Donc, au départ, on a le fait que Séguin dirigeait une troupe de scouts à partir des notions de pédagogie active. C'était quelqu'un qui a voulu devenir jésuite aussi, et la philosophie dominante à ce moment-là était le thomisme. Le thomisme aussi avait une façon de voir qui se rapprocherait de la pédagogie active, avec le fait d'agir, c'est être. Mais ensuite, il décide de faire une thèse en histoire économique. Quel drôle de parcours, d'où ça vient, ça? Bien, il faut savoir une chose aussi, c'est que Séguin a participé à un concours à un moment donné, un concours de rédaction qui était mené par l'Action nationale, et il y avait un prix de 1500 $ et on payait les frais de scolarité aux hautes études commerciales aux gagnants. Maurice Séguin a gagné le concours. 1500 $, c'est une grosse somme. Et en même temps, c'était gratuit pour aller aux autres études commerciales. Et il a coiffé au poteau, si je pourrais dire, un de ses adversaires dans la rédaction était Camille Lorrain. Donc, c'est une anecdote qui est importante à savoir. Bon, donc, Maurice Séguin s'en va aux autres études commerciales. Il trouve pas que ça le rejoint. Puis comme on voit, c'est dans ce qu'il a écrit, c'est par là-dessus, il trouvait que la façon de voir l'économique rejoignait pas pour lui le réel. C'est un peu comme s'il fallait se convaincre qu'il fallait agir au niveau de l'économique, qu'on allait changer notre situation par la science demain, mais qui vient d'en haut. Il faut du capital, il faut des liens commerciaux, etc. Hein? Et là, il fait sa thèse en histoire économique. Il va lire à Harold Innis. Là, il découvre finalement le processus de colonisation, comment finalement le développement économique pour les colonies, ça se produit, comment les nations nouvelles apparaissent à partir de cette forme d'agir, hein, de ces actions dont sont privés les Canadiens français, mais qui relèvent la prépondérance des Britanniques. Donc, on a là un premier enclenchement. On a ensuite Esdras Mainville qui vient montrer que notre idée de la colonisation, nous autres, c'est d'être des faiseurs de terre. Hein? On va défricher une terre, puis on va s'aimer d'une terre à l'autre, mais c'est pas ça, coloniser. Coloniser, c'est créer des nations nouvelles. Donc, on a Émile Salon aussi qui est derrière ça. Donc, on a tout un concours de circonstances qui va, puis aussi tout ce qu'on dit à propos du gouvernement responsable à partir de Lionel Groulx, qui est un peu farfelu, vu sous cet angle-là, s'apercevoir que non, mais c'est pas ça qui s'est passé, c'est dans notre histoire. C'est qu'on n'a pas pu finalement en arriver à se développer, à agir par soi-même, parce qu'il y a eu de la substitution, il y a eu du remplacement de l'agir par les Britanniques, etc., qui fait en sorte que dans notre cheminement collectif à travers le temps, on s'est retrouvé finalement comme arriéré par rapport à un monde qui a changé autour de nous, mais qui était mené par les Britanniques. Oui. Dans ces normes, il explique bien les concepts, colonisation, nation, mais surtout sa définition du nationalisme est fort intéressante. Je ne sais pas si vous l'avez, quand il parle de la recherche de l'agir par soi, c'est une forme de nationalisme. Quand on ne l'a pas, l'agir par soi, on la recherche. Quand on l'a, on l'affirme. Ça peut être une affirmation de l'agir par soi. Oui. Puis aussi une défense de l'agir par soi quand on pense qu'elle est menacée. Donc, c'est toutes les formes que peut prendre le nationalisme. Oui. Il faut voir que pour Séguin, le nationalisme, c'est un fait. Ça s'apparente à un phénomène naturel qui existe depuis le début des temps.
Hein? Donc, il y a eu toutes sortes de discussions, dont l'École de Québec aussi autour de la notion de nation puis de nationalisme, hein, qui dit, c'est des notions du 19e siècle, ça ne s'applique pas ici, bon, etc. Bon, je résume d'une façon grossière, mais c'est à peu près ça. Mais Séguin, il dit, chaque fois qu'il y a un groupement humain, il dit, on arrive à vouloir réaliser des choses en commun. Là-dedans, il y a une direction, c'est le politique. Il y a des moyens aussi qui sont pris en compte au niveau de l'économie. Il y a une culture commune. Et surtout, il y a le sentiment d'être distinct. Et là, on en arrive finalement à toute une dynamique qui fait que les nations évoluent, puis évoluent dans des rapports entre elles à partir de cette interaction-là. Voyons seulement les coloniaux ici. Je vais juste finir là-dessus. Les Canadiens, c'est-à-dire les Canadiens français, mais les Canadiens du temps de la Nouvelle-France, les Britanniques aux États-Unis, puis les Britanniques ici qui ont créé la nation canadienne ont tous développé un sentiment d'être distincts et voulu atteindre leurs propres objectifs. C'est ça le nationalisme. Alors, on va être obligé de bientôt terminer. Alors, je voudrais dire que tous ces concepts-là, on peut les trouver encore dans le livre sur les normes, mais j'aimerais souligner l'ouvrage le plus récent que vous avez publié. C'est Maurice Séguin, historien du Québec d'hier et d'aujourd'hui, publié chez Septentrion, alors que vous étiez à la Fondation Maurice Séguin. Et je pense que c'est un excellent résumé pour comprendre la pensée de Maurice Séguin. Alors, on doit mettre fin, je pense, à on n'a pas plus de temps, malheureusement. On pourra vous réinviter pour parler de Maurice Séguin, qui est l'historien non seulement du Québec d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Alors, merci, Jean Lamar, et à bientôt. Merci. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froidure. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. De ce grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre ces quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.